Tous à l'Ouest, nous sommes très heureux de vous accueillir sur le podcast de Western Movies, site et forum consacré au western depuis 2004. Je suis Cole Armin et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Vous pouvez réécouter nos précédents podcasts sur Apple Podcasts, Podcast Addict et YouTube notamment. Ce soir, nous revenons une nouvelle fois sur une actrice de l'Ouest avec deux invités qui étaient déjà là pour le précédent podcast consacré à Julie Adams. J'ai nommé Art alias Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir. Et Yves. Bonsoir Yves. Bonsoir. On vous a tous les deux entendus la semaine dernière sur Julie Adams. Oui. Et ce soir, nous allons parler d'une autre actrice. Et juste avant, je voulais vous lire une réaction sur YouTube que j'ai lue hier sur un podcast, le deuxième que Yves avait dirigé. C'est un commentaire qui, je pense, va vous faire plaisir puisque quelqu'un nous a dit qu'il a regardé en un mois la plupart des westerns cités dans le podcast sur Alan Ladd. Et que ça faisait 40 ans qu'il ne regardait plus ce genre de film et qu'il a même commencé un cycle Randall Scott. Ah oui, c'est formidable. Ah oui, c'est agréable à lire. Oui, ça fait plaisir. Mais j'ai regardé moi-même par la même occasion. Ça marche bien le podcast sur YouTube parce que on a dépassé tous là les 10 000, vu. Ouais. Et il y a pas mal de commentaires. J'ai vu qu'il y en avait, oui, beaucoup, oui, c'est bien. Ce soir, nous allons parler d'Arlene Dahl avec ce sous-titre What's Wrong with Redheads et c'est Yves qui va nous en parler majoritairement. Alors Yves, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as retenu Arlene Dahl comme actrice pour ce podcast? Oui, j'ai retenu déjà pour une première chose, elle a 95 ans maintenant. Et c'est l'une des dernières stars de l'âge d'or d'Hollywood. Et je l'ai retenue parce que c'est vraiment une beauté de la femme. Et comment l'avais-tu découverte? Est-ce que c'était par le western? Elle en a fait très peu, on va le voir. Oui, elle a fait très peu de western, elle en a fait 2, même 3, mais un qui pas terrible. Mais les 2 autres sont pour moi des chefs-d'œuvre. Et c'est pas par les westerns que j'ai découvert en fait. On va dire, c'est le hasard, c'est comme ça. C'est grâce à la Légion du Sahara avec Alan. Et depuis, cette femme m'a ébloui, quoi. Je puis dire à l'écran. Pour commencer, on peut parler de ses débuts. Ses débuts, en fait, elle est vite passée au vedettariat parce qu'elle a tout de suite fait le Livre Noir, qui était pas mal. Hein. Très, très, très bon film d'espionnage. C'est une histoire de Robespierre, en fait. C'est un film historique. Et c'est pour sauver la France. C'est un peu particulier comme film, mais très bien. Le Livre Noir, c'est l'histoire d'un complot. Hein. Et elle fait le rôle de Madelon dans mais c'est particulier, c'est bien. C'est un film un peu lugubre, un peu tendu, un peu comment dire, c'est une sorte de thriller qui est en costume. Hein. D'ailleurs, c'est un des rares films d'Anthony Mann qui soit en costume. Hein. Enfin, je parle pas des péplums qu'il a fait sur la fin et comme le Cid, mais à cette époque-là, il n'en avait pas fait beaucoup. Elle a été engagée par la MGM, du coup, je crois que c'est peut-être l'un de ses premiers films. Oui, tout à fait, par la MGM. Après, elle a fait son western. Tout de suite après, il y a la scène du crime, qui est là avec Van Johnson, qui est un très bon film, un très, très bon film noir. Il y a aussi Gloria de Haven, et c'est l'histoire d'un meurtre de policier. Hein. Elle trouve que le héros délaisse un peu la femme, et elle s'ennuie, et c'est toute une genre comme ça, mais vraiment... c'est un de ces rares films noirs qu'elle a fait, Arlene, mais très bien. Après, elle a fait aussi 3 petits mots, je sais pas si vous connaissez, si vous avez entendu parler. Tout à fait. De Fred Astaire, avec Fred Astaire. Et là, c'est très bien parce que il y a beaucoup d'actrices. Il y a Gail Robbins, Gloria de Haven, Debbie Reynolds, Vera Ellen, c'est une comédie musicale.
biographie musicale, c'est très bien. Elle a fait pas mal de trucs très variés en fait. Tiens, Marc, qu'est-ce que tu penses de Three Little Words? Déjà, franchement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je suis assez étonné en fait de voir que c'était une actrice qui a joué dans beaucoup de films différents, de genres différents. Ça m'a assez étonné parce que je savais pas du tout qu'elle avait fait des films musicaux. Alors maintenant, je sais pas dans ce Three Little Words si elle danse dedans. Parce que bon, quand on voit Fred Astaire, on se dit qu'il doit avoir une partenaire, mais bon, ça doit être assez intéressant à voir. Ça doit bien donner parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Reign of Terror, le livre noir. Et effectivement, c'est une bonne actrice, elle joue bien, mais je crois qu'après, elle donne toute sa mesure, en fait, avec les films en couleur, avec cette chevelure fantastique, rousse, et c'est pour ça qu'on la voit dans des films formidables de pirates ou d'aventures, mais elle s'en sort bien quand même dans ces films du début de sa carrière, où elle était peut-être moins mise en valeur cinématographiquement. C'était plus, elle était là, elle était belle, mais elle était un peu moins mise en valeur que par la suite. Surtout avec la couleur, ses yeux forts, magnifiques. Hein. Mais bon, c'est quand même important de parler de ces films-là. Et donc voilà, je voudrais bien voir Three Little Words. Et je crois qu'elle en a pas fait un autre juste après là. C'est Watch the Birdie, je crois. Oui, c'est possible. Je ne connais pas toute sa filmographie, mais c'est vrai que Carlen illumine l'écran par sa beauté là. Et sa mouche là, après à la commissure des lèvres, ça rend encore plus sexy et une beauté vraiment évidente. Hein. Et d'ailleurs, il y a que deux femmes que je vénère au cinéma, des beautés formidables. On l'a engagée évidemment sur la base de sa beauté, comme beaucoup d'actrices. Puis en plus, c'était une beauté spectaculaire. Hein. Par exemple, on parlait la fois précédente de Julie Adams, qui était une beauté beaucoup plus discrète. Je dirais pas effacée, mais c'est pas pareil. Tandis qu'elle, elle flamboyait complètement, Arlendale. Oui. Et effectivement, quand elle a été mise en valeur, on parlera après des films d'aventure où elle a été mise en valeur, on ne voyait qu'elle. Elle était, je suis d'accord. Elle était hypnotique. Hein. Elle crève l'écran. Ah oui. D'habitude, c'est vrai, même quand il y a des acteurs et tout, la femme, bon, c'est bien, mais c'est pas elle fout en l'air pratiquement l'acteur. Elle a sa beauté tellement, c'est quelque chose. Elle passe vraiment très très bien à l'écran et l'acteur, souvent la femme est au second plan. Elle, c'est pas le cas. Elle est tout de suite, elle crache. Elle a sa place, quoi. Il n'y a pas à dire. Elle est merveilleuse. C'est vrai. Et puis elle a suite eu des premiers rôles. Hein. Elle a, contrairement à d'autres actrices qui ont pu commencer. Oui. Tout de suite. Alors bon, on aura l'occasion de la mentionner plus tard, mais Rhonda Fleming, par exemple, au début, elle avait des rôles secondaires dans La Griffe du Passé, oui, c'est vrai. Dans La Maison du Docteur Edwards. Oui. Elle a quoi tout de suite. D'ailleurs, je crois que dès le deuxième film, elle était en vedette. My Bride Irish. Eh bien, elle est tout de suite. Le premier film, elle était au milieu, pas tout à fait à la fin du générique, mais vraiment. Mais le deuxième, elle était déjà. Ah oui, c'est elle qui disait Rose d'ailleurs. Elle avait le prénom de Rose. Oui, tout à fait, c'est elle. Ouais. Alors, western, bon, on en a fait deux merveilleux, dont un de 1950, Embuscade, et il y a John Odiak, Robert Taylor, c'est un western fabuleux. Ouais, déjà, malgré que ce soit en noir et blanc, elle est éclatante, toujours. Elle a sa place, c'est comme on disait, elle a vraiment sa place même si je veux dire, sa personnalité dans le film, mais elle explose, hein, vraiment, c'est formidable. Et je crois que vous avez pas mal à parler pour Embuscade.
C'est un western qui est assez injustement sous-estimé, que ce soit dans la carrière de Sam Wood ou bien de Robert Taylor. Pour moi, c'est un excellent western. C'est le dernier film de Sam Wood, d'ailleurs. Et il y a plusieurs qualités que je voulais souligner. D'abord, je pense que vous vous souvenez de la scène d'ouverture qui est extrêmement marquante avec ce générique qui arrive tambour. Oui. Autre originalité, et là je vais pas dévoiler la fin, mais sur la fin il y a une ruse indienne que personnellement j'ai pas souvenir d'avoir vu dans d'autres westerns. Non, pas du tout. Oui, tout à fait. Tu as raison de le souligner. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et puis aussi le charme de ce film, c'est que il est réalisé par une équipe technique qui n'est pas des spécialistes du western. Sam Wood, je crois pas qu'il ait fait énormément de western. Et même Robert Taylor, c'était que son deuxième western. Et puis même le studio, la MGM, n'était pas un spécialiste du western. Et pourtant, le résultat, il est très bon. On a des scènes d'action qui sont rondement menées, surtout dans la dernière partie du film. En parallèle de ces scènes d'action, on a des scènes un peu plus intimistes où justement là, Harland Dahl est très bonne face à Robert Taylor. Oui, et c'est un Robert Taylor quand même assez dur dans ce film. Assez violent vis-à-vis des Indiens, tout ça. C'est un peu rare dans la carrière de Robert Taylor d'avoir un rôle un peu comme ça là. Ce film a beaucoup de choses, c'est vrai, qui est pas spécialement plus connu qu'un autre, mais très bon. Ah, moi, je suis d'accord pour dire que c'est un film qui est injustement méconnu. C'est vrai que Sam Wood, il m'a surpris. Je crois que c'est son dernier film, c'est ce qu'a dit Vincent. C'est vrai que il a fait de bons films. Alors bon, pour lui, il a été très très critiqué pour son adaptation de Pour qui sonne le glas d'Hemingway, qui est pourtant un beau film, mais bon, qui est quand même très 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 loin de l'ambition du roman. Donc il a été critiqué pour ce film, malgré que dans ce film il y a des choses magnifiques, entre Gary Cooper et Bergman, il y a des scènes extraordinaires. On se souvient surtout de lui comme l'homme qui a fait Pour qui sonne le glas, mais c'est vrai qu'il a fait d'autres choses, et ce film, et ce western, il est intéressant parce qu'en plus je trouve qu'il est très très bien écrit. Les personnages sont assez subtils, sont bien développés. Tu parlais, Yves, du rôle assez dur de Robert Taylor, mais tout à fait. Et moi, ça m'a rappelé certains films d'Alan Ladd aussi, où il est très dur. Il a un physique un peu d'un ange. Et, bon, Robert Taylor était aussi très beau aussi. Il a une personnalité dure. Et on retrouve l'écho de ce personnage dans Convoi de femmes, où il est un peu comme ça. Oui. Il est un peu comme ça, un type intransigeant, qui est très décidé. Donc c'est intéressant parce que... Ou la dernière chasse aussi, il est un peu... Oui, il était carrément négatif, mais... mais c'est vrai que, bon, c'est un film qui a beaucoup de qualité. En plus, c'est... Bon, c'est d'après, j'avais regardé, c'est d'après une nouvelle d'un écrivain qui s'appelle Luck Short, un romancier classique de l'Ouest, du western. Il a fait des romans et des nouvelles, écrit des nouvelles aussi. Et il y a vraiment une authenticité. Et c'est vrai que quand on regarde les westerns de la Metro-Goldwyn-Mayer, moi, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont autant séduit que celui-ci. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est La première balle tue avec Glenn Ford aussi, mais qui est complètement différent. Mais celui-là, Embuscade, je l'aime bien. Oui. D'ailleurs, Glenn Ford, il faudrait aussi le souligner et en parler parce qu'il est vraiment excellent de chez excellent, Glenn Ford. Ah oui. Non, mais là, elle est très bien. Et puis en plus, cette histoire de l'enlèvement d'Harland Dahl par les Apaches, les relations entre la cavalerie d'un côté et puis l'éclaireur, qui est joué par Robert Taylor, c'est bien écrit, c'est bien conçu, c'est excellent, je trouve. Si je puis ajouter un mot sur Luke Short, ces romans ont inspiré quelques westerns qui sont un peu dans le sous-genre du film noir, Femme de feu, Ramrod, Ciel rouge, et puis des westerns très intéressants aussi, Le bourreau du Nevada, où il y a de nouveau Robert Taylor. Et Tina Louise, il ne faut pas l'oublier. Tina Louise. Faudra qu'on en parle une autre fois. Et pour reprendre ce que tu disais, Marc, et même Yves, il y a une citation de Jean-Pierre Coursaudon et Bertrand Tavernier sur le film qui
qui compare la première séquence à celle de L'appât d'Anthony Mann qui a été distribuée 3 ans après. Alors c'est un Metro-Goldwyn-Mayer, L'appât aussi. C'est d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le seul film de la collaboration Anthony Mann, James Stewart, qui a été distribué par la MGM. Tous les autres ont été distribués par l'Universal, sauf erreur, y compris ceux qui n'étaient pas des westerns. Et alors là, donc c'est un film MGM aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a un rapport? Je ne sais pas. Alors attends, pour préciser ce que tu dis, Vincent, c'est-à-dire que c'est la première séquence d'embuscade qui ressemble à la première séquence de la... Oui, donc il disait, la réalisation est remarquable. La première séquence fait penser à celle de L'appât d'Anthony Mann, postérieure de 3 ans. Ah oui, ok. Ah oui, parce que oui, dans L'appât, on voit, je me souviens, c'est un gros plan sur la ceinture de balle de James Stewart. Il va surprendre un mec. Et oui, effectivement, il y a une tension qu'on retrouve aussi, oui. C'est la bonne occasion pour en parler. La MGM, c'était pas un studio qui était spécialisé dans le western. Il faisait des très belles comédies musicales, c'était surtout les... Oui. Mais bon, voilà, il y a quelques westerns dans la série qu'ils ont pu faire qui sortent du lot, dont celui-ci. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que la MGM, c'était plutôt comédie musicale, ouais, c'est vrai. Excellent d'ailleurs. Oui, et puis les drames aussi. Hein. Les drames oui. Après ce bon western là qui est fabuleux, il y en a un autre très bon qu'elle a tourné avec Joel McCrea, que je trouve vraiment magnifique. La photographie, le sujet, c'est superbe. Il y a aussi Joel McCrea et Barry Sullivan. C'est Le Convoi maudit. Et là, vraiment, les couleurs sont grandioses. Harlan est plus belle que jamais. Et la rivalité entre les deux, entre Joel McCrea et je veux dire Barry Sullivan, ça vaut le coup, quoi. Et une scène hyper sexy où Harlan en jaloux Joel McCrea en dansant une danse mais très provocante, magnifique. Je veux dire, il y a les chariots, c'est le soir, c'est éclairé, le feu, tout ça, et la danse avec Barry Sullivan, c'est du top, c'est magnifique. Jamais vu ça dans un western. Voilà, en gros, après je ne veux pas raconter l'histoire du Convoi maudit, mais c'est vraiment à voir, quoi. Ah oui, c'est bien. C'est un bon western. C'est presque un film d'aventure en fait. Oui, c'est une traversée. Oui, il y a vraiment de bonnes choses. Alors c'est marrant parce que dans ce film, on voit un acteur de l'ancien Hollywood qui était Ramon Navarro, là, qui a fait Ben-Hur effectivement, dans la version muette. Je crois qu'on voit aussi Claude Jarman Jr. qui jouait dans Jody Éléphant. Oui, c'est un très grand film. Voilà, exactement. Et c'est assez amusant parce qu'on voit les deux extrêmes. Claude Junior, il doit avoir 18 ans, Ramon Navarro, il doit en avoir 70. Et c'est marrant parce que ce sont deux acteurs qui ont un écart de demi-siècle et qui ont bien marqué quand même chacun un peu le cinéma. Alors, Claude Jarman Jr. moins parce qu'il a pas fait une grande carrière, bien qu'on l'a vu dans un autre bon western avec Randolph Scott. Le relais de l'or maudit, qui est pas mal du tout. Mais bon, c'est assez amusant de voir ces deux acteurs. C'est ça aussi la magie. C'est bien aussi de pouvoir voir tous ces acteurs différents, avec des âges différents, avec des personnalités différentes. Moi, j'aime beaucoup ça. Je sais pas si vous avez vu Inside Straight. Moi, c'est pas mon cas. Non, qui pas est vu non plus. Catégorisé plus ou moins en western avec David Bryan. C'est un western peut-être un peu urbain, ouais. Ça se passe en ville, on dirait, mais je ne connais pas du tout. Bon, alors du coup, on a fini avec les westerns, donc le podcast est fini. Ah ben ça, c'est bête alors. Non, on veut bien revenir sur Embûche. Hein. Non, il y a quand même les films d'aventure. Voilà. Ce sont des westerns, vous disiez. La page suivante de sa carrière, c'est effectivement les films d'aventure. Je pense qu'elle a été embauchée par les producteurs Pine Thomas à la Paramount, où elle va faire toute une série de films qui sont
qui sont d'ailleurs assez difficiles ils sont passés à la télévision, mais c'est des films qui sont pas très bien mis en valeur aujourd'hui, je trouve. Trésor des Caraïbes avec John Payne. Trésor des Caraïbes est très bien, oui. John Payne, c'est spécialiste, hein, et il a tourné avec sa rivale Rhonda Fleming, là, qui joue dans le Trésor des Caraïbes, c'est bien. Alors après, il y a Sangari, qui est un film important. Sangari avec Fernando Lamas, hein. D'ailleurs le mari d'Arlène. Ah, oui. Ils se sont rencontrés sur ce film? Oui, je pense. Leur mariage n'a pas duré très longtemps, ça je sais, mais bon, le film était sympa. Sangari, c'est un très bon film d'aventure. Et tourné en 3 dimensions. On en parlait la dernière fois. Aussi. Il y a un film avec Remy Land et Wendell Corey. Oui, qui est pas terrible, effectivement. Jamaica Run. Ouais, ça va. C'est pas un des meilleurs films d'aventure que j'ai vus. Mais bon, c'est agréable, hein. Technicolor, tout ça, mais j'ai pas trouvé formidable. Mais Lewis Foster, le metteur en scène, je sais pas s'il a fait de grands films. Je sais que son frère, je crois que son frère Norman Foster a fait des grands films, mais Lewis Foster, je sais pas tellement ce qu'il a fait. Par contre, Le Trésor des Caraïbes, c'est une réalisation d'Edouard Ludwig qui lui a fait quand même des grands films. Lui, oui, comme Le Réveil de la Sorcière Rouge, qui est formidable. Voilà, qui est formidable. Hein. Ça peut être aussi dû au metteur en scène, hein, qui peut tout changer. Hein. Ça doit jouer en tout cas. Hein. Et puis parce que Remy Land, c'est quand même un bon acteur qui a fait de grands films d'aventure et de grands westerns. Hein. Donc il a peut-être mise en scène. Mais j'ai pas trouvé ce film. Il manque quelque chose. Et puis tous ces films de cette série, finalement, les acteurs sont assez interchangeables puisque les rôles que Harlan Dahl a tenus, on aurait très bien pu voir Rhonda Fleming. Oui, c'est vrai. Mais en fait, pour les films d'aventure, une belle rousse avec une chevelure de feu, dans le Technicolor, avec la mer au fond du décor, c'est formidable, hein. C'est très spectaculaire. Et bon, alors mais tu vois pas toujours la mer et tu vois pas toujours. Je veux dire, non, oui, c'est vrai. C'est bon, il y avait tous les ingrédients, mais le film par lui-même, j'ai trouvé plat, pas trouvé. Ouais. Une fois qu'elle a tourné ses films à la Paramount, elle passe aussi à l'Universal pour un film qui vous a marqué tous les deux et moi aussi, qui s'appelle La Légion du Sahara. Ah oui, alors La Légion du Sahara, c'est formidable. Déjà parce qu'il fait le rôle d'un Français, ce qui est rare. C'est tourné dans des décors fabuleux et on voit Alain déguisé presque en arabe pour traverser le désert pour arriver à la cité Madara, là, qui est une cité où il y a la fameuse princesse Morjana qui est Arlendal, bien sûr. Il y a Richard Comte, il faut pas oublier, qui lui joue habituellement dans les films noirs, où il a un rôle là de méchant, très bien joué, très bon, beaucoup d'action et beaucoup de beauté. Il faut savoir que aussi des belles danses, très belles danses, jouées par Osaka et Susanna. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Osaka et Sujeta, je veux dire. Il y a un lien, c'est pareil dans le film d'après, La Révolte des Cipayes. Et on voit c'est des danseurs fabuleux qui dans des films d'aventure comme cela jouent la même chose, quoi, dansent la même chose. Mais ça vaut le coup, c'est magnifique à regarder. Il y a tout ça, et puis bien sûr, Marc, tu parlais de la mer, la mer et tout, mais alors la chevelure rouge dans le désert ocre, c'est magnifique aussi ça. Le film est très sympathique, beaucoup d'aventures et beaucoup de beauté, quoi. C'est un film pour moi que j'ai aimé étant jeune, quoi, un gosse, m'a vraiment plu. Et il y avait tous les ingrédients, l'aventure et tout ça, quoi, ouais. Et Alan Ladd aussi. Et bien sûr. T'es un peu partial quand tu donnes ton avis sur le film, du coup.
Ah, non, non, pas du tout. Bon, un petit peu, on va dire, mais bon, non, quand même, Arlendal est là, hein, c'est ce que je veux dire. Elle est pareille, ils ont chacun la moitié-moitié, hein, il n'y a pas Arlen, c'est ça que j'aime chez elle, c'est que ça passe vraiment très bien, elle rivalise avec le héros, il n'y a pas de souci. Il y a très peu de femmes, justement, dans les films qui font des seconds plans, en fait. Elles sont là pour le décor, mais c'est tout, quoi. Mais très, très peu. Je veux dire que même pour moi, Rhonda Fleming est très belle, très bien, mais on voit Rhonda Fleming, je vois pas par rapport dans un très bon western qui est Règlement de compte au Kikora. Eh bien, Burt Lancaster, c'est Burt Lancaster, et Rhonda Fleming, elle fait presque de la figuration, quoi. Voilà ce que je veux dire. Elle perce pas l'écran. Arlène, oui. Voilà, en gros. Donc, il n'y a pas qu'Alan. Hein. Je voulais revenir sur le fait que ces films d'aventure un peu exotiques, hein, puisque La Révolte des Cipayes qu'elle a tourné après, c'est un peu pareil. C'est vraiment, ça fait rêver. Il y a tout pour faire rêver. Oui, Le dépaysement de belles femmes, un héros assez attachant aussi, des paysages extraordinaires. En fait, c'est aussi un peu la littérature des aventures. Ça nous transporte. Ça nous transporte la Légion du Sahara. C'est un peu conte de fées. Oui, hein, ça fait rêver. Et La Révolte des Cipayes est dans le même style. Hein, et en plus, Rock Hudson, c'est pas mal non plus, quoi. Oui, tout à fait. Alors, pour La Révolte des Cipayes, moi ça m'avait surpris parce que je l'ai vu assez tardivement, La Révolte des Cipayes, et je me souvenais beaucoup de la Légion du Sahara, et je pensais que en fait Arlendal, elle aurait un rôle un peu comme dans la Légion du Sahara, comment dire, d'espèce de reine, pas du tout. Dans La Révolte des Cipayes, si je me souviens bien, c'est la fille d'un officier, la fille du colonel, je crois. Oui, tout à fait. Et ça m'avait surpris parce que je pensais qu'on aurait un peu le même genre de personnage, mais pas du tout. Elle joue un personnage complètement différent, et je trouve que c'est intéressant. Mais c'est bien parce qu'il y a deux femmes, et l'autre est très belle aussi. Il y a Ursula Thiès qui joue dans La Révolte des Cipayes, et Ursula Thiès, c'est quand même un canon aussi. Hein. Elle fait un peu l'indienne, et elle a un rôle très fort, peut-être plus fort que celui d'Arlène dans le film. Oui, je pense aussi, plus fascinant, oui. Mais pareil, c'est un des films comme La Légion du Sahara qui fait le bonheur des cinéphiles, enfin, à l'époque, hein, qui faisait... Vraiment, c'était des films et Rock Hudson, bon, bien sûr, il est très beau. Et par contre, la chasse au tigre dans ce film est merveilleuse. Quand il chasse le tigre dans un parc où je suis allé moi-même, j'aime bien un peu les voyages, et c'est le parc de Cana, j'ai reconnu. Hein. J'y étais après, bien sûr, mais je sais que c'est le parc de Cana. Et ça se passe, c'est la chasse au tigre, c'est... Bon, là, nous, on le chassait pas. Mais dans le film, oui, c'est impressionnant de voir le tigre. C'est pareil, ce félin, c'est beau. Comme Arlendal, c'est féline aussi, c'est pareil. Tout ça, ça m'a plu, quoi, voilà. On se souviendra beaucoup d'elle pour ses films d'aventure. Oui. En parlant de contes de fées, moi, je trouve que La Légion du Sahara a une qualité que n'ont pas une partie des films Universal, c'est que le film, il a quand même une envergure au-delà de la moyenne. On voit qu'il y a du budget. Ça a été tourné à Longines. Et puis les scènes d'action, il y a des figurants. Alors j'aime beaucoup les films avec Piper Laurie, Tony Curtis. Oui, c'est bien. Oui. Mais disons que celui-ci est quand même au-dessus de la moyenne. Il n'y a pas le carton-pâte qu'on retrouve dans les autres films, qui ont leur qualité par ailleurs. Oui. Enfin, c'est un de mes films préférés, hein, La Légion du Sahara, quand j'étais jeune, avec La Révolte des Cipayes, j'aimais bien aussi. Et c'était, il y avait celui-là et 2-3 autres d'Alan qui étaient mieux que, excepté Chaîne et tout ça, mais qui étaient bons, quoi. Vraiment, c'est les bonnes années, 53, 54, c'était vraiment splendide, quoi, pour moi. Tout point de vue de cinéma, pas qu'Alan, hein. La preuve, Arlendal et les autres, c'était vraiment des années super. 53-54, c'était pour moi ce qui avait le top de cinéma qui faisait rêver. Oui, pour te répondre, Vincent, là, sur le niveau du budget
de la Légion du Sahara. Il faut savoir qu'en fait, alors là je m'excuse Yves, mais c'est moi qui vais parler un peu d'Alan. C'est qu'en fait, Alan évidemment, il n'avait pas de contrat avec Universal, et en fait pour ce film, il a fait un deal pour un film. Et comme c'était en 53 et il était au top, eh ben il a eu ses exigences. Il a exigé un budget important. Il a demandé à ce que dans ce film on fasse quelque chose de particulièrement réussi, particulièrement spectaculaire. Et d'ailleurs, on le sait assez peu, mais c'est une des premières fois où en fait l'acteur principal, le film était monté sur Alan Ladd, il y a pas de problème là-dessus. Et ben en fait il a été très largement payé sur les recettes du film. Je crois qu'il devait avoir 40%, c'était assez important. Un peu comme William Holden dans le Pont de la Rivière, quoi, tu veux dire. Voilà, alors William Holden, il a eu moins, mais là, donc, Alan Ladd, Universal voulait Alan Ladd. Alan a dit, ben d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais un film de qualité. Et Universal a mis le paquet, a mis le paquet à la fois pour la production du film et pour la rémunération d'Alan Ladd. Et c'est pour ça effectivement qu'il y a on a l'impression que c'est une production un peu plus riche. Alors je crois qu'il en a tourné un autre pour Universal. Le film de Raoul Walsh, c'est Saskatchewan, La Brigade héroïque. Voilà. Oui. Voilà. Et là c'est pareil, Bravo. un film Universal qui est aussi très très soigné. Parce qu'ils avaient une grande star, mais c'était pour un deal d'un film à chaque fois. C'était pas pour une série de films. Pourquoi c'était pas fait avec les moyens habituels, les acteurs Universal dont on parlait, qui étaient très bien aussi. Mais en termes de budget, non, c'était presque du prestige d'avoir Alan Ladd pour Universal. Universal, c'est pas Paramount, bien sûr, à l'époque. Et c'est vrai ce que tu dis. Et puis, on peut rappeler que, en fait, l'Universal, c'est chez ce studio qu'au début des années 50, James Stewart avait été le pionnier sur cette rémunération en pourcentage des recettes pour Winchester 73. Oui. Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'autres cas. Je veux pas m'avancer, mais il y a un film avec Errol Flynn, Against All Flags, avec Maureen O'Hara de George Sherman, d'ailleurs. Qui est très bien, et je me demande s'ils n'ont pas réussi à avoir Errol Flynn justement en lui donnant un pourcentage parce qu'ils ne pouvaient pas lui donner le même cachet que ce qu'il aurait eu ailleurs. Voilà, c'est intelligent comme démarche, mais je sais que c'est exactement ce qui a été fait sur la Légion du Sahara. Tu vois, Winchester 73 c'est 1950, la Légion du Sahara c'est 3 ans plus tard, donc voilà, ça commence à rentrer un petit peu, parfois on la rémunération des grands acteurs de cette façon. Mais c'est vrai que là, ils avaient quand même Universal, ils avaient quand même Tony Curtis, qui était quand même, c'est vrai, Piper Laurie, Tony Curtis, Jeff Chandler, c'était formidable, ça marchait très bien. Oui, mais c'était pas la dimension de Alan Ladd ou des Rolf. Oui, évidemment. Mais bon, c'est vrai, tu as raison. Ils avaient de bons acteurs, bien sûr. Et puis ça marchait bien, quoi. Je veux dire, ça faisait rêver, parce que moi, Jeff Chandler, c'était au même niveau, je veux dire. Qu'Alan, c'était des mecs bien. Tony Curtis, Rock Hudson, c'était vraiment les trois là, ils ont cartonné à cette époque. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on sait si c'est grâce à Alan Ladd que Harlan Dahl a été choisi pour le rôle? Je ne sais pas. Moi non plus. Pas à dire. Je ne sais pas. Je pense qu'il avait son mot à dire pour une bonne partie de la distribution, vu le poids qu'il avait. Maintenant. Oui, il y avait peut-être le poids, il y avait la taille aussi, parce que Harlan Dahl, faut savoir qu'elle faisait sa taille, 1m68. D'accord. Voilà. Donc il prenait quand même, comme il pouvait, il prenait comme les acteurs ou actrices selon la taille aussi quand même. Il fallait que ça ne soit pas trop, à part Sophia Loren. C'est pas de sa faute. Ouais, mais Sophia Loren, en plus, elle a pas arrêté de l'embêter en plus. Oui. Enfin, Negulesco était plutôt amoureux de Sophia Loren que d'Alan, donc il n'y avait pas. Voilà. Je voulais juste revenir parce que on n'a pas eu l'occasion sur le personnage joué par Harlan Dahl, Morjana. Moi, je trouve que l'introduction de l'actrice est tout simplement parfaite quand Alan Ladd se réveille et voit apparaître ce visage.
Ah, c'est formidable. Oui, oui, oui. Oui, on voit dans le flou, là. Et puis, ah ouais, ouais, ça, vraiment, c'est un très beau film. Hein. Oui, oui, ça, c'est magnifique. Elle est bien mise en valeur, mais ça aussi, c'était une qualité de Alan Ladd. Il tirait pas la couverture à lui dans ses films, il mettait en valeur ses partenaires. Et en fait, jamais, oui, c'est vrai. Et là, c'est vrai que c'est royal, cette première séquence. Hein. Je me souviens aussi du film pour ça. Elle a toujours des costumes extrêmement colorés. Elle est toujours glamour dans les différentes scènes qu'elle interprète. En revoyant le film, je me disais, les autres acteurs contrastent par rapport à Arlendal parce qu'ils ont des costumes aux couleurs beaucoup plus froides. Il faut savoir qu'Arlendal, hormis le cinéma, elle faisait des robes. C'est elle qui dessinait les robes, faisait des robes. Après avoir fait du cinéma, tout ça, et c'est elle qui a dessiné des robes dans Deux Rouquines dans la bagarre. Elle faisait ses propres robes. Il faut le savoir. Et il y a deux citations du film que je voulais dire. La première, c'est quand Alan Ladd décrit Arlendal, il dit « Elle était là avec sa chevelure rousse et les plus grands yeux bleus que j'ai jamais vus. Sa peau était d'une couleur crème. » Et c'est formidable. Enfin, en général, Alan Ladd, il est toujours un petit peu. Enfin, je sais pas si Yves, tu seras d'accord avec moi, mais il est plutôt introverti. Et là, on le voit s'exprimer avec une passion pour le personnage. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai qu'il est introverti, mais il l'est pas non plus. Avec June Allison dans Tigre du ciel, il est déchaîné parce qu'ils étaient amoureux en fait. C'était autre chose. Sinon, oui, il a tendance à être introverti, c'est clair. Et c'est vrai qu'Arlendal, elle est fabuleuse de beauté, c'est bien ce que je dis. C'est difficile de trouver des actrices qui captent l'écran comme ça. On n'a pas le choix. Et on l'a ressenti jeune, ça. C'est ça qui est beau, parce qu'il y a très longtemps, quoi. J'ai vu ça au cinéma, dans les salles de cinéma. J'ai été le voir, je sais pas moi. Chaque fois qu'il passait, j'allais le voir. J'ai peut-être vu 10 fois au cinéma. Et je parle pas en vidéo. La deuxième citation, bon, vous la connaissez, c'est lorsque le père, dans le film d'Arlendal, lui propose la main de sa fille et il répond « Pour la France, je risquerais tout ». Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est formidable réplique. Ça fait plaisir, hein? Ah oui, oui, c'est pas souvent que les Français sont enfin, non, c'est ça. Dans les films américains, il faut le dire. Ah, c'est ça Hollywood. Hein. Et bien sûr que c'est ça. Et puis je pense que beaucoup de spectateurs auraient été prêts à tout risquer pour Arlendal. Je comprends. Moi, le milieu des années 50, c'est vraiment une période où elle a tourné dans des superbes films d'aventure en Technicolor en plus. C'est formidable. Hein. Après, on arrive à la fin des années 50. Alors, les années 50, oui, elle a participé à un film que moyen, quoi, mais qui vaut le coup. C'est Les femmes mènent le monde, où il y a bien sûr beaucoup d'actrices aussi. Hein. Il y a June Allison, Lauren Bacall, Clifton Webb qui fait le héros. Il y a Van Eflin, il y a Fred MacMurray, Cornel Wilde. C'est un film un peu particulier, mais c'est pas mal. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, je ne l'ai pas vu. Non. C'est sur une promotion en fait de Clifton Webb. Où il y a un poste, il va avoir un autre poste et s'occupe pas assez de toutes ces femmes, et ces femmes se rebellent un peu. C'est ça le sujet en gros des femmes mènent le monde. Enfin, c'est pas formidable, mais c'est à voir, hein. C'est à voir pour tout ce beau monde, quoi. Après, nous passons peut-être à un très grand film noir, malgré qu'il soit en couleur. C'est Deux rouquines dans la bagarre, d'Alan Dwal, 1956. Hein. Alors là, c'est un film où nous avons nos deux rousses, là. C'est fabuleux, quoi. Je sais pas si vous avez aimé ce film. Moi, je l'ai revu hier pour le podcast. Ah, tu l'as revu hier. C'est éblouissant. Déjà, dès le départ, à la sortie de prison, c'est déjà la grande classe. Ouais. Elle sort de prison. Il faut savoir que, Rhonda est une femme, c'est deux sœurs, hein, et Rhonda Fleming, elle est la gentille, et Arlene, elle est la mauvaise fille, quoi.
Bon, c'est vrai qu'elle a des problèmes, elle est kleptomane, nymphomane, pas mal de trucs. Mais elle fait ça d'une façon magistrale. Et John Payne, c'est pas mal. Et j'aime beaucoup la scène quand Harlene touche le costume, qui est riche, qui est de la bonne matière là, de John Payne. En même temps, elle le caresse comme ça, elle lui dit, oh, ce que j'adore, ce tissu, c'est déjà un bon début pour le film. Hein. On sent déjà que c'est un peu chaud, quoi. C'est sympa. Il y a plein de trucs comme tout le long du film. Et j'aime beaucoup aussi la scène le final, c'est où elle retire ses chaussures dans la pièce. Ah là là. Là aussi c'est bien. Bon, je veux dire, Ronda aussi a une bonne scène avec le fusil harpon, là. Oui. Ça, c'est où elle le tue, tête de Corsia. Oui, qui fait le chef de bande. Le chef de bande, et puis que Harlene essaie de le séduire par tous les moyens. Enfin, il y a beaucoup de films, là, on ne va pas raconter le film, mais il y a beaucoup d'actions et la couleur, je veux dire, Alan Dwan avait la façon de faire ce film pour pas beaucoup d'argent. Il avait très peu d'argent, mais les cadres étaient fabuleux, ça paraissait très riche. Et c'était, bon, faut être fort pour faire ça. Il a fait un film son de peu, avec très peu d'argent. Et voilà, quoi. C'est un film qui marque. Et puis évidemment, les deux, et même John Payne, les trois, là, les deux sont amoureuses de John Payne. Qui va l'emporter? Bon, c'est bien. La vedette du film, en fait, dans ce film, c'est quand même Harlene, pour moi. Personnalité, oui. C'est la plus forte. Oui, parce que je trouve que elle a le personnage le plus éblouissant dans le film, hein, pour moi. Elle a tout, quoi. Elle est névrosée, nymphomane, mais elle a... Et on la voit moins que Ronda dans le film. C'est un peu Ronda la vedette, mais celle qui l'emporte, c'est quand même Harlene, comme quoi elle est bonne, quoi. Elle est bien. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce film, c'est la couleur. Je trouve que le traitement de la couleur, alors évidemment, deux belles actrices qui sont mises en valeur, mais il y a beaucoup de belles couleurs parce qu'il y a des scènes nocturnes aussi en bleuté, c'est très bien fait. Et il y a un travail sur la couleur et j'ai voulu regarder le directeur de la photo, le nom, et c'est curieux parce que c'est un gars qui était vraiment qui avait une maîtrise du noir et blanc. C'est John Alton qui a fait la photographie. Très bon photographe. Et en fait, John Alton, c'est le gars qui a fait, c'était le directeur de la photo des films d'Anthony Mann, mais les premiers, des films noirs comme Raw Deal ou Border Incident, et qui étaient des films avec un clair-obscur très travaillé. Et là, en fait, il a fait tout le contraire. Ça éclate de couleurs. D'ailleurs, c'est lui qui a fait d'autres films qui ont été tournés par Alan Dwan sur la fin, hein, même des westerns comme La Reine de la Prairie, je crois. Et là, il a oui. Où la couleur aussi est très. Oui, mais il est très réputé, John Alton, comme. C'est un des grands. Et je suis obligé de citer un film noir qui est éblouissant, c'est Association criminelle, The Big Combo. Ah, voilà, oui. Avec la scène finale qui a fait la couverture de plusieurs ouvrages. Oui, absolument. Les lumières, là, oui. Et c'est la femme qui est pas mal, la femme à Cornel Wilde. Jean Wallace. Voilà, elle est merveilleuse. Oui, c'est Bing Combo, c'est très, très, très grand. Un peu dur, hein. Oui, c'est rude. Oui, c'est rude. Un peu. C'est un des premiers films, pour la petite histoire, qui a commencé à parler de l'homosexualité masculine au cinéma. Ah oui. Et les deux tueurs, c'est Lee Van Cleef qui joue l'un des tueurs et l'autre, je ne sais plus qui c'est. Il est connu aussi. Et en fait, on avait trouvé qu'il y avait des relations avec des indices d'homosexualité. Et en fait, après, Joseph H. Lewis, qui a fait le film, qui a réalisé le film, a dit oui, tout à fait, c'est volontaire, j'ai voulu montrer ça. Et donc, c'est quand même assez audacieux. C'est vrai que c'est pas évident, l'histoire. Mais il y a beaucoup de films noirs, c'est énorme, c'est comme le western. C'est vraiment passionnant aussi. Et les femmes fatales, il y en a pas mal non plus. C'est un autre sujet, mais c'est bien. Mais c'est assez étonnant, parce que dans ce film-là, de Rouquine dans la bagarre, il y a vraiment des passages qui sont assez légers.
Il y a des passages Oui. qui sont âpres, qui sont Oui. qui sont assez légers. Oui, même le film par lui-même, des fois, il y a des trucs, c'est léger. C'est presque de Mais la comédie. oui, c'est tellement captivant. Et John Penn y est aussi pour quelque chose. Mais les deux sœurs, là, c'est formidable. Et puis, franchement, elles l'emportent, quoi. Et si elle n'était pas dans le film, je veux dire, et ce rôle, le film serait nettement moins bien. Enfin, pour moi, hein, c'est mon opinion. Hein. Parce que le sujet du film casse pas des dents. Ah, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Yves. Parce que c'est assez, oui, c'est assez original, c'est assez intéressant, c'est plutôt bien construit. Avec les deux sœurs, il y a c'est bien argumenté. Non, c'est bien développé. Alors, oui, là, les deux sœurs, je suis d'accord, mais le reste des... Oui, c'est quand même pas mal fait. Hein. Je pense que le film, le synopsis du film, il est bien construit, hein, il est bien structuré. En cherchant l'origine de cette histoire, je pensais que c'était un scénario original et en fait non, c'est l'adaptation d'un roman de James M. Cain, donc un auteur classique du roman noir américain, puisqu'il a fait notamment Double Indemnity, Assurance sur la mort. Et en fait, c'est une adaptation. Alors, bon, j'ai vu que le roman qui a été adapté donc par Alan Dwan avec deux rouquines dans la bagarre. C'est un roman qui était traduit en français, qui s'appelle Le Bluffeur, et on peut le trouver dans la série noire. Alors, je ne l'ai pas lu, mais ce serait intéressant de voir ce qu'ils ont gardé par rapport au roman, sachant que c'est l'adaptation auquel quelle que soit la fidélité au roman, ça donne un résultat assez brillant. Hein. Moi, je trouve que il y a beaucoup de choses intéressantes, les personnages, les situations, les relations entre les deux sœurs. Enfin, il y a beaucoup de bonnes choses quand même dans le scénario lui-même. La photo est magnifique, la réalisation est brillante, mais l'histoire, elle n'est pas quelconque. Hein. Je trouve que c'est assez bien vu. Voilà. Oui, et c'est vrai que Kane a fait aussi le facteur sonne toujours le voix, toi. Oui, tout à fait. Donc avec Assurance sur la mort, c'est deux grandes choses. Dans lequel il y a notamment Lana Turner et une certaine Audrey Totter aussi. Bon, Audrey Totter, on la voit pas trop dedans quand même. Et est-ce que vous savez qui avait été un moment pressenti pour jouer le rôle de Fred MacMurray? Oui, je sais. Il a refusé, mais quel idiot! Mais quel idiot! Parce qu'il aurait été formidable, hein. Ah là là, ça aurait été grandiose. Mais quel idiot d'avoir refusé ça. Mais t'as pas dit qui c'était? J'ai pas dit, mais parce que tout le monde s'en doute, quoi. Hein, c'est Alan. Eh oui. Eh oui, j'ai appris ça, c'est vrai. Quel dommage. Ah, il aurait été formidable. Surtout avec Robinson. Oh. Oui, Edward G. Robinson, déjà où il était bien dans Colère Noire. Et surtout avec quand même Barbara Stanwyck, c'est quelque chose, quoi. J'ai entendu dans une interview d'il y a quelques années d'Arlen Dahl, dans ce film, apparemment, c'était un moyen de distinguer Arlen Dahl de Rhonda Fleming parce que le public les confondait. Et je me demande parce que là, Arlen Dahl a une coiffure qui est un peu atypique par rapport à ses films précédents. Je me demande si ils n'ont pas fait ça justement pour bien les opposer. Oui, c'est possible. C'est vrai que sa coiffure est, si tu veux, la coiffure de Rhonda est classique, en fait. Que Arlen, c'est un peu plus... Je reste sur ma position. Moi, je dis que c'est Arlen qui l'emporte haut la main dans ce film. Mais je crois que c'est pas faux ce que tu soulignes, en fait, Vincent. C'est que on pouvait les confondre. Hein. Moi, je reconnais que avant de m'intéresser un peu plus au cinéma, je les ai vraiment confondus. Hein. Je me demandais qui était l'une et qui était l'autre dans les films. Hein. J'ai longtemps cru, par exemple, que c'était Arlen Dahl qui jouait dans le film avec Robert Ryan, là, où elle essaye de perdre son mari là dans le désert. Oui. Oui, très bon film. Rhonda Fleming, hein, donc on peut les confondre. Moi, je dirais que bon, ces deux grandes actrices, on ne peut pas parler de la beauté parce qu'après c'est un peu personnel de savoir qui est plus belle laquelle est la plus belle. Mais en tout cas, je trouve que malgré tout, Rhonda Fleming, elle a un petit avantage sur Arlen Dahl, c'est qu'elle a eu quand même la chance de tourner avec de plus grands metteurs en scène. Elle a tourné avec Jacques Tourneur, elle a tourné avec Bud Boetticher. Vraiment, c'était quand même, de manière générale, des metteurs en scène qui ont été plus réputés
que ceux qui ont fait travailler Arlendal. Donc c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'on se souvient un peu plus d'elle, parce que les films sont peut-être un peu plus marquants sur le plan de la mémoire collective en quelque sorte. C'est quand même des carrières assez proches. Oui, mais c'est vrai que Rhonda Fleming est plus réputée qu'Arlendal, ça c'est clair. Les deux sont très bien, de toute façon, pas de souci. Mais niveau charisme, pour moi, Arlen, c'est un peu plus que Rhonda Fleming. Ça, c'est mon opinion. Hein. C'est la parfaite transition pour le film d'après, qui est Voyage au centre de la Terre, parce que là, on est sur un film qui est beaucoup plus connu, qui a eu beaucoup de succès, et je trouve que dans la carrière d'Arlendal, les films précédents qui sont très bons, malheureusement, ils n'ont pas forcément eu le même succès populaire que Voyage au centre de la Terre, et c'est aussi peut-être pour ça que Rhonda Fleming est plus connue aujourd'hui. Oui. Bon, c'est un très très bon film. Hein. C'est un truc de Jules Verne là. Voyage. Il y a le grand acteur là, énorme James Mason, Pat Boone qui est très bon dans le film aussi, je trouve. Et puis Arlen, ça va, c'est sympathique de la voir, mais c'est pas pour moi, c'est pas un grand film pour elle quoi. Elle est là, c'est bien, mais c'est vrai ce que tu dis, Vincent. Ces films d'avant étaient plus populaires que là, bon, ils auraient mis quelqu'un d'autre, c'était pareil, quoi, c'était pas dans ce film, je dis. Elle sort pas vraiment de là, on sent que c'est quand même un peu vers la fin, elle sort pas vraiment de l'écran, quoi. Le film est très bien, mais ça aurait été quelqu'un d'autre à sa place, ça aurait été pareil. Mais le film c'est un très bon film, hein, scientifique, très bien. L'histoire est sympa, les décors sont bien faits. Bon, ça fait un peu carton-pâte par moment, mais bon, voilà. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Vincent. On en avait un peu parlé dans le podcast Le Nouveau-Mexique, là, puisque c'était tourné partiellement à Carlsbad. Moi, il y avait quelque chose qui m'avait marqué dans ce film. Bien sûr, il y a Arlendal, mais je ne sais pas si vous vous souvenez des monstres, des sortes de lézards, etc. Ils étaient très impressionnants parce que c'était des vrais lézards qu'on avait. Pas des caméléons. Oui, des caméléons. Je ne sais pas ce que c'était, mais en fait, c'était pas du tout du carton-pâte Il y a du carton-pâte dans le film. Hein. Oui, il y a du carton-pâte. Oui, il y en a. Ah ouais, il y en a beaucoup. Mais les animaux, non. Les animaux, c'était des animaux vivants et on leur a collé des sortes d'écailles pour les rendre terrifiants. Ils font peur, hein. Franchement, ils font peur. Hein. Et ça a été tourné, en fait, trop en Islande aussi. Au début, oui. C'est vrai, de le revoir une fois de temps en temps, ça fait plaisir. Mais c'est pas, pour moi, un grand film d'Arlendal. Les années se terminent, quoi. Ça reste un film commercial pour elle, je pense. Oui. Alors juste après, il y a un film que je n'ai pas encore vu qui s'appelle Portrait d'une aventurière, Wicked as They Come. Bien, je l'ai pas vu non plus. Alors j'en ai entendu beaucoup de bien. Ah bah c'est dommage alors. J'aimerais bien le voir parce que déjà le titre, ça fait rêver quoi. C'est un film américain ou un film anglais? Ça m'étonne pas hein, parce que je pense que Ken Hughes, le réalisateur, c'est un anglais et je sais que il y avait des acteurs américains qui allaient tourner en Angleterre. Phil Carey a beaucoup tourné en Angleterre et je pense que oui, elle a dû tourner ça en Angleterre. Faudra vérifier. Ensuite, elle a fait très peu de télévision. Oui, elle a fait des trucs que j'aime bien à la télé. Elle a fait 4 épisodes de La Croisière s'amuse. J'aimais bien ça. De 79 à 87. Je ne sais pas si vous connaissez La Croisière s'amuse. Oui. Moi, ça me plaisait bien. L'île fantastique aussi avec Ricardo Montalban. J'aimais bien aussi. C'est une bonne série. Voilà. Et dans les années 60, elle a participé à 4 épisodes de L'homme à la Rolls, Burkslow. Oui. Et je crois que d'ailleurs, il y a un épisode avec Rhonda Fleming. Tout le monde peut visionner sur YouTube. Il y a une série, enfin c'est plus un talk show qui s'appelle What's My Line.
où en fait, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une star qui pénètre dans le studio et 4 personnes qui ont les yeux bandés et qui doivent deviner qui est la star. Enfin, parfois, c'est très amusant. J'ai regardé quelques extraits de celui avec Arlendal et du coup, elle fait une imitation de française pour tromper les esprits. Mais au final, et d'ailleurs dans l'épisode, c'est David Niven qui est l'une des personnes qui doit deviner, et je crois que c'est lui qui devine que c'est Arlendal. Ah oui. Donc petite curiosité à voir. Et aussi, j'ai lu qu'elle a tourné dans un épisode pour le Lux Video Theater de Casablanca, où elle reprenait pas moins que le rôle de Ingrid Bergman, c'est-à-dire Ilsa Lund. Oui. Ah, oui, tout à fait. Ben, ça m'étonne pas parce que Casablanca, ça a été adapté. Alors, il y a eu un feuilleton, Casablanca. Je crois même qu'il y en a eu 2. Je sais qu'il y en a eu un avec un acteur qui fait souvent les durs dans les films noirs. Son nom, Charles McGraw. Voilà. Charles McGraw a tourné une série Casablanca, c'était pourtant pas... Oui, j'aime bien. Il a tourné le rôle de Rick dans une série de Casablanca, je me souviens plus qui est la fille. Et en fait, même ça tu le sais certainement, Yves, Alan Ladd a fait un Casablanca radiophonique. Oui, je crois avec Eddie Lamar. Oui, je crois que c'est avec Eddie Lamar, absolument. Oui. Bah, avec la voix qu'il avait, ça devait passer très belle voix. Il y a un feuilleton aussi Casablanca avec David Soul, où c'était une dramatique. Une dramatique Casablanca, David Soul, le gars qui jouait Hutch, dans Starkey et Hutch, qui fait le rôle de Bogart. Bon, tout ça vaut pas l'original, mais la version dont tu nous parles, Vincent, ça doit être assez intéressant. Est-ce que tu sais le nom de l'acteur qui faisait le rôle que tenait Bogart? Paul Douglas. Il a fait des comédies. Oui. Il est dans Letter to Three Wives de Mankiewicz. Il a fait le film noir Clash by Night où il y a une apparition de Marilyn Monroe. Ouais. Oui, je vois qui c'est. Oui. Il a une physique un peu pépère, hein, il fait pas trop jeune premier. Ouais, c'est vrai que c'est un peu étonnant comme choix. Ouais. Oui, je vois bien. Oui, c'est un bon acteur d'ailleurs, un acteur de second rôle essentiellement. Oui, dans Clash by Night, je me souviens bien de lui. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais là, Clash by Night, il y a aussi un acteur sympa dedans, il me semble. Mais c'est pas Robert Ryan qui joue dedans? Là, tu nous colles un peu, Vincent, là. Ou Barbara Stanwyck et Robert Ryan. Voilà. Ah, bah c'est ça. Okay. Et c'est bien Fritz Lang. Oui, tout à fait. C'est pas un de ses plus connus. Et il a tourné dans Panique. Panique dans la rue. Avec Richard Widmark. Oui, et Jacques Palance. Oui, voilà. Jacques Palance, bien sûr. Ah oui, Paul Douglas, je vois bien qui c'est. Oui, Paul Douglas, il a tourné aussi dans un film d'aventure, il était un peu gros, effectivement, L'émeraude tragique, avec Stewart Ranger. Avec Grace Kelly. Très bon film. Très sympa. C'est un film qui est Monsieur Tout le Monde. Je sais juste que c'est extrêmement rare et à mon avis, on n'aura pas forcément l'occasion de la voir. D'accord. Parce que des fois, en plus, c'était filmé en direct et ils gardaient pas les enregistrements. Oui. Non, c'est intéressant parce que Casablanca, c'est tellement mythique que c'était refait plein de fois, même au théâtre, je crois. Il y a des films comme ça. Casablanca, c'est vraiment un très bon film. Même la musique, la chanson, là. Oui. Donc une fin de carrière qui est assez pauvre, si on peut dire. Très peu de télévision. Comme on parlait la dernière fois de Julie Adams, elle n'a pas été faire des productions européennes non plus. Non, je crois qu'en fin de carrière, elle a surtout voyagé pas mal. Elle a fait des magazines, aussi des livres. Bon, elle s'occupait le cinéma, c'était un peu fini, prenant de l'âge. Mais elle faisait pas mal de choses. Elle était en France. Et puis, elle travaillait dans le maquina. Elle a presque terminé sa carrière en France, parce qu'elle a fait 1 ou 2 films français tout à la fin, dans les années 70. J'ai vu qu'elle avait tourné dans un film d'André Caillard, c'est assez étonnant. Oui, vers 74, 70. Elle a fait un dernier western que j'ai avec Telly Savalas. L'Ouest en feu, Land Riders, de Nathan. C'est pas terrible, mais bon, voilà, quoi.
à la fin de sa carrière, j'ai lu qu'elle avait eu des difficultés financières et du coup, elle s'est reconvertie dans l'astrologie. Et elle a même écrit un livre d'horoscope. Elle a été mariée 6 fois quand même. On n'a pas mentionné l'un de ses maris qui est ni plus ni moins que Lex Barker. Oui, elle a été mariée avec Lex Barker de 51 à 52, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Ça a dû faire marcher les tabloïds à l'époque. Enfin, là, on voit à l'écran un extrait d'article. Bon. Elle a eu Lex Barker et un autre là, et bien sûr Fernando Lama, où c'était bien aussi. 6 mariages, c'est énorme. Elle a un fils qui ressemble un peu à son papa, à Fernando Lama, Lorenzo Lama, là, qu'elle a eu un fils, où elle a fait aussi une émission de télé aussi, pour revenir à la télé, il me semble, mais sur le tard. Hein. Mais Fernando Lamas, c'était quand même une vedette, hein, il était quand même là. Eh ben, il a tourné aussi avec Rhonda Fleming. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. C'était quoi? C'était un Mexicain? Non, un Argentin peut-être. Je sais pas. Argentin. Argentin. Oui, oui. Elle a fait après, bon, évidemment, beaucoup de... Elle a une des magazines, Life, People, Quick, Modern Screen, pas grand-chose à la fin de la carrière. Hein. Après la télé, c'était pas terrible, mais bon, elle a une vie bien remplie malgré tout. Hein. Déjà 6 maris, c'est déjà bien rempli. Oui, déjà. Une quarantaine de films, une trentaine de films, c'est bien aussi. Oui. C'était une femme d'affaires, non? C'est pas lancé dans les cosmétiques. Si, elle a fait aussi les cosmétiques, elle a fait... Oui, c'était une femme d'affaires, elle savait très bien. Et je dis, même couturière, hein, elle faisait des robes, tout. Elle est toujours en vie, c'est ça. C'est un hommage qu'on lui rend quand même. C'est rare, hein, il n'y a pratiquement plus. Hein. Même ta Julia Adams, c'est partie il n'y a pas longtemps. D'abord, c'était pas la mienne, mais c'est vrai qu'elle est partie en 2019. Non, c'était celle du monstre, en fait. Oui, c'était celle du monstre. Faut voir que le monstre, c'est un peu moins, hein, finalement. Voilà. Mais quand on regarde toutes ces actrices qui ont disparu dernièrement, là, il y avait Olivia de Havilland, il y avait sa sœur aussi. Joanne Fontaine. Toutes ces actrices, c'est vraiment... Alors bon, est-ce que c'est la fin de quelque chose? Non, parce que elles sont toujours là quand même. Mais bon, ça fait drôle quand même. Hein. Ça fait drôle. Oui, mais ce qui fait drôle... hein. Oui, ce qui fait drôle pour moi, c'est surtout qu'elle soit toujours là, quoi. Elle nous a fait rêver étant enfant, et elle est toujours là. Donc, c'est bien quelque part d'avoir fait ce truc, quoi. Sympa. Oui. Parler d'elle. Ah, mais c'est important. Mais là, il n'y a que deux autres actrices qui lui tiennent vraiment une présence forte à l'écran. C'est Rita Hayworth, que j'adore. Rita Hayworth avait une présence fabuleuse à l'écran et une beauté aussi, pareil, comme Arlène. Et l'autre, c'est Jane Tierney. Pour moi, ces 3 femmes sortent du lot par rapport à d'autres actrices où elles sortent. Les acteurs n'ont pas la vedette avec ces 3-là dans les films. C'est vraiment, c'est puissant. Ils ont un charisme dingue. On pourrait dire plein de choses sur Rita Hayworth et Jane Tierney, mais bon, ça sera pour une autre fois. Oui, Arlene Dahl, c'est une actrice importante. C'est une de ces actrices qui a joué dans quelques films marquants, enfin qui nous ont marqués, nous les passionnés, les amateurs de cinéma hollywoodien, de cinéma d'aventure hollywoodien. Hein, elle nous a fait rêver. Je crois que elle gagne à être, enfin. C'est intéressant de revoir ces films parce qu'ils sont beaux, ils sont souvent bien faits, ils font rêver et c'est l'évasion totale. Et l'évasion, ça va souvent de pair avec la beauté. Et là, bon, elle était toujours très bien entourée, très bien mise en valeur. Et c'est un peu l'aboutissement de ce cinéma d'aventure hollywoodien en couleur. Elle incarne un style
une présence, une féminité. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit, mais ces films d'aventure, ces 2 westerns, ces films noirs de début de carrière sont très bons, et même les films des années 50. Et à chaque fois qu'elle apparaît, on l'a dit tout particulièrement pour la Légion du Sahara, mais à chaque fois qu'elle apparaît, elle illumine l'écran. Ouais, c'est une princesse, en fait. C'était une princesse dans ses films. Pour Yves comme pour moi, c'est Harlem Dahl, elle nous a marqué parce qu'elle représente un cinéma qui a disparu quand même. C'est le cinéma de l'aventure, du Technicolor qui nous faisait rêver dans les salles de quartier, mais dans les salles aussi, dans les salles de cinéma et même à la télévision. Donc bon, ces films-là, ils sont inoubliables et c'est grâce à des acteurs et des actrices comme Harlem Dahl qui nous ont transportés un peu dans le rêve, dans un autre monde, et pour ça, elles sont irremplaçables. Et c'est bien de se souvenir et de parler encore de ces grandes actrices. Alors, avant de terminer, j'avais une autre réaction à vous lire sur un précédent podcast, et qui te concerne directement, Marc, puisque c'était le podcast numéro 3 dans lequel tu nous avais parlé du film End of the Trail. Une des membres du forum Western Movies, qui s'appelle Lou, qui participe moins ces temps-ci, on avait échangé un peu par mail, et elle m'avait écrit ce qu'on voit à l'écran là, qu'elle a écouté le podcast. Il y a beaucoup à dire au sujet des Indiens, et le choix de The End of the Trail est très bon, même si la fin du film n'est pas top. Et Art a parlé de plusieurs films muets, et heureusement de The Vanishing American, que j'adore. Le podcast est intéressant et bien documenté. Bravo à tous. C'est une bonne idée de faire des podcasts pour partager notre passion. Et elle nous dit, j'ai eu la chance de correspondre avec Bob Dix, le fils de Richard, avant son décès en 2018. Et après avoir tourné The Vanishing American et Redskin, les Natives avaient été très reconnaissants que des films dénoncent le comportement des Blancs. Et il y avait encore les cadeaux offerts à son père par les Navarros à l'époque. Oui, très bien, très bien. Ah non, mais Lou, je la connais un peu parce qu'elle est sur un site qui s'appelle Western Mood, qui est aussi animé par un ancien de Western Movies, J.K. Ria. Et effectivement, alors eux, ils aiment beaucoup. C'est un peu, ils sont pas positionnés exactement sur le même, comment dirais-je, la même référence que Western Movies. Ils sont vraiment western des années 30 et des années 40. Et effectivement, c'est un bel hommage d'un spécialiste, d'une spécialiste, hein, parce qu'ils sont vraiment, c'est vraiment des gens qui connaissent très très bien le sujet. Hein, ils sont vraiment sur les années 30 et 40, mais bon, ils ont aussi des connaissances des westerns classiques, ils connaissent bien le West américain, et effectivement, ça fait très très plaisir d'être apprécié par quelqu'un qui a les connaissances de Lou et qui maîtrise aussi bien le sujet que ces personnes-là, quoi, du western, du cinéma. Et oui, c'est un très beau compliment en tout cas pour nous tous. Oui, pour nous tous, oui, c'est vrai. C'est vrai que Lou, je la connais aussi un petit peu. On reste en contact quelquefois. Et c'est vrai qu'elle est très très forte en cinéma muet, oui. Énorme. Et son acteur qu'elle adore, c'est John Payne. Sur John Payne, elle est intarissable, elle connaît par cœur. C'est formidable. Oui, et c'est vrai qu'elle écoute les podcasts, elle m'en a parlé. C'est un très beau compliment. Merci à elle. Et je crois qu'elle a un blog aussi. Oui, je crois qu'elle a quelque chose aussi, mais elle est débordée, beaucoup de boulot. Ouais. C'est un personnage très sympa. Voilà. Ouais. Eh bien, merci à tous les deux pour cette riche présentation sur Harlem Dahl. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous donnera envie de découvrir ces films ou de les redécouvrir. Si vous avez envie de parler d'un sujet qui vous plaît dans un futur podcast, n'hésitez pas à nous écrire sur le forum ou par email pour vos suggestions. Vous venez donc d'écouter le podcast Tous à l'Ouest de Western Movies. Très bonne soirée à tous et vive le western!